Bonjour à tous. Donc on vous propose une conférence pour 1 heure. 1 heure, ça passe ultra vite. Alors, ils ne sont pas rassurés automatiquement les intervenants qui sont ici, mais vous allez voir, ça va bien se passer, ça va être extrêmement rapide. Le temps. L'idée, c'est qu'on partage un peu un échange de discussion, c'est-à-dire à la fois sur la table et avec vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a Bernard qui est juste ici avec un micro. Donc il suffit de lever la main et vous pouvez intervenir et poser des questions aux différents intervenants. L'objet de cette conférence est de discuter autour des jeux pour enfants. C'est un art particulier dans notre secteur qui a une place à part entière, dont on parle peut-être de plus en plus, mais encore pas suffisamment. On a des spécialistes qui sont là, surtout je pense à Wilfried et Marie. Désolé Théo, qui est plus multicasquette, mais on a quand même des auteurs référents, on va dire maintenant mondialement, qui sont français. Et donc, justement, pour cette conférence, on va vous laisser vous présenter. Et on va commencer par Wilfried et Marie. Allô, allô. Je me présente, Marie Faure, je suis autrice de jeux de société et je suis autrice de jeux de société donc spécialisée dans le jeu pour enfants avec Wilfried. Alors moi aussi, donc, je suis auteur de jeux de société pour enfants avec Marie. J'ai aussi travaillé pendant 2 ans en tant que développeur chez Spaceco. On enchaîne. Alors, vous avez des micros devant vous, donc je pense peut-être que voilà, Déborah et Théo, et en même temps, vas-y Chloé. Ok. Du coup, moi, je suis Chloé, je suis chef de projet chez Loki, qui est donc une maison d'édition spécialisée pour les jeux enfants, jeux de société enfants modernes, même si on peut plus préciser. Et moi, je suis Déborah, ça fait 5 ans que je travaille chez Ozu et je suis responsable éditoriale du pôle jeux. Et je m'appelle Théo, je suis auteur de jeux, pas que de jeux pour enfants, mais j'ai fait plusieurs jeux pour enfants. Je navigue entre le jeu pour adultes, tout en ayant grand plaisir à designer des jeux pour enfants de la même manière. L'objectif un peu de cette conférence, on va aborder plusieurs sujets. Donc, déjà, on va en fait dire ce que c'est qu'un jeu pour enfants. Il y a déjà on va parler peut-être qu'est-ce qu'un jeu pour enfants. Il y a des petites discussions qui ont lieu d'ailleurs depuis jeudi soir sur jusqu'à quel âge est un jeu pour enfants ou autre. On pourra toujours discuter de ça de manière assez générale. Ensuite, en fait, la création, parce que c'est un petit peu spécial, c'est un public qui est très spécifique. Donc, qu'est-ce que ça impose ? Comment on l'aborde ? Ensuite, au niveau de l'édition, éditer un jeu pour enfants, c'est pas éditer un jeu pour adultes. On a la chance en plus d'avoir Loki qui, au travers de Chloé, est un éditeur qui vient aussi à la base via Yellow sur du jeu classique. Et Déborah, en fait, la base d'Ozu, c'est le livre enfant. Donc c'est aussi des particularités sur lesquelles on pourra échanger. Et on peut parler un peu d'avenir, de l'évolution du jeu pour enfants, puisqu'on voit aussi que c'est un secteur qui est de plus en plus mis en lumière. Et on reviendra sur cette partie-là. Concernant la base, qu'est-ce qu'un jeu pour enfants ? Comment vous le définirez ? Théo, qui parle plus facilement. Il y a un truc que j'ai trouvé super parce qu'effectivement il y a eu des grandes discussions post-Asdor avec la victoire de Flashback Zombie Kids, qui est un peu à cheval entre un jeu pour enfants et un jeu pour la famille. Et c'est Nicolas Maréchal du jury, qui travaille en boutique de jeux, qui le définissait assez simplement en disant c'est un jeu qu'on offre à des enfants et pas à des adultes. Et effectivement, moi ça m'a un peu... Je faisais partie des partisans de me dire Flashback c'est un peu entre les deux, c'est bizarre de le faire gagner. Et effectivement, jamais j'offrirais Flashback Zombie Kids à des potes en leur disant tiens, je t'ai acheté ça, c'est pour que vous jouiez entre adultes. Là où d'autres jeux qui peuvent être un peu à la frontière, je pourrais offrir un Draftosaurus que je connais bien pour la recré et qui est aussi entre deux catégories. Je pourrais l'offrir à un groupe de familles en disant jouer entre adultes ça marche, et je pourrais l'offrir à des enfants. Donc on est entre les deux. Mais jamais j'offrirais un Prince des ours ou un Kraken Attack à des adultes en leur disant c'est un cadeau pour vous. Donc pour moi un jeu pour enfants, si je dois le définir vraiment très simplement, c'est un jeu qu'on offre à des enfants et pas à des adultes. Déborah ? C'est très bien défini. J'ajouterais aussi qu'il y a un gros travail sur les illustrations
et que au premier regard, on sait en voyant une boîte si c'est un jeu pour enfants. Et après, c'est un jeu qui va avoir des durées de partie moins longues que du jeu pour adultes, qui va avoir des mécaniques moins poussées, mais quand même toujours plus originales. Et c'est aussi des jeux sur lesquels on va essayer de trouver des petites astuces pour que les règles s'apprennent rapidement et que la mise en place soit rapide. Est-ce qu'un jeu pour enfants se doit d'être éducatif? Parce qu'en fait, en général, on a quand même une certaine tendance à mélanger les deux. Est-ce que c'est un critère dans la création de vos jeux? Je pense à Wilfried et Marie. Est-ce que dans cette créa, il y a aussi cette envie de mécanique éducative ou pas, de message à faire passer? Pas spécialement pour nous, en fait. Nous, on démarre de l'idée, puis on déroule son fil. Elle nous emmène un peu partout, on la suit. En fait, ça peut être parfois... Enfin, on cherche rarement à faire directement de l'éducatif. C'est plutôt après les professionnels qui prennent en main notre jeu, qui vont l'utiliser comme support pour l'utiliser en éducatif, pour développer des compétences, pour faire développer des compétences. Et justement, en termes d'âge, puisqu'en fait, on parle de compétences, on parlait rapidement de 7 ans, mais en fait, un enfant, c'est un terme assez générique. Ça peut être jusqu'à du 10 ans, 12 ans. Après, on reste aussi des fois des grands enfants dans notre manière de faire et de nous comporter. Mais justement, pour vous, cet âge, cette classe, cette définition plus précise, c'est peu importe la cible ou dans ce niveau technique, comment vous y prenez justement? Nous, voilà, du coup, je reviens aussi sur l'effet de définition. Du coup, on a tous en fait une définition différente du jeu pour enfants. Nous, on a la nôtre, du coup, et pour nous, c'est de 3 à 7 ans. C'est sur ça que l'on travaille. Et cette partie-là, justement, sur la partie enfant, sur la partie cible et autres, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Parce que je vais enchaîner assez rapidement sur la partie édition et création. Est-ce que ça rentre dans la manière d'aborder dans les tests et tout ce qu'il va pouvoir faire en fait? C'est comment vous allez encapsuler ce jeu-là en fait? Au niveau de Loki, comment vous travaillez sur cette partie? Nous, on a un process qui nous permet un petit peu de vérifier justement si ça s'adresse vraiment aux enfants. Quand on reçoit des jeux de sociétés d'auteurs via des mails, des salons, etc., une des premières étapes, ça va être notamment de les tester en école. Du coup, on est vite confronté aux difficultés ou aux facilités que rencontrent les enfants face au jeu. Et par conséquent, ça nous permet de juger ce qu'il faut peut-être simplifier, adapter d'une mécanique qui peut être plus commune dans le monde du jeu adulte, j'entends. Et sur quel point précis on va essayer d'ajuster l'âge. Et d'où partez-vous au final? Parce que sur les jeux plus matures, plus adultes, on a toujours tendance à opposer mécanique et thématique. C'est quoi votre point de départ, Théo, sur cette partie-là? C'est globalement la même chose en fait. Moi, j'ai pas d'intention de design fondamentalement différente au démarrage pour un jeu pour adultes que pour un jeu pour enfants. Il y a vraiment ce truc de qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui me donne envie de faire un jeu. Et effectivement, on oppose souvent mécanique et thématique, même si moi je rajouterais l'objet, l'expérience de jeu. Il y a plein de manières d'avoir un très bon point de départ. Le seul truc qui change fondamentalement dans ma création et qui est un des trucs qui fait que j'adore bosser sur des jeux pour enfants, presque plus que sur des jeux pour adultes, c'est l'aspect scénographie et gimmick. Si tu arrives sur un jeu pour adultes et qu'il y a un objet qui sert un peu à rien mais qui rajoute de l'histoire, les maisons d'édition vont souvent te dire c'est cool, mais en fait ça coûte 1 € à produire, ça sert à rien, on va l'enlever. Là où dans le jeu pour enfants, ça fait partie intégrante de l'expérience de jeu. Et comme en fait moi j'aime bien raconter des histoires d'une manière générale, et j'ai l'impression que une partie de jeu c'est plus que sa mécanique, c'est plus que ses illustrations, c'est vraiment cette expérience. Et l'objet, la scénographie et l'édition fait partie intégrante de ce qui donne du plaisir de jeu. La porte ouverte à ces délires un peu plus importants, elle est vraiment meilleure de votre côté que du côté du jeu pour adultes. Donc ça m'est arrivé ponctuellement de travailler à partir de cette volonté scénographique. La Maison des Souris est un exemple qui est assez concret, où le point de départ, c'est vraiment de se dire, je veux regarder dans la boîte,
Et à partir de là, tout le reste était accessoire. Donc on n'avait pas, avec Élodie Clément, ma co-autrice, ni de mécanique, ni de thématique forte au départ. Il y avait vraiment juste cette volonté de proposer une expérience scénographiée forte, et derrière, tout le reste était construction du jeu autour. Et justement, Wilfried ou Marie, l'un ou l'autre, c'est quoi le point de départ dans votre création? Alors, nous, ce qu'on aime faire dans nos jeux, c'est raconter des histoires. Donc ça ramène un peu à ce que a dit Théo. En fait, on aime créer la mécanique autour de l'histoire. Donc l'histoire va servir à la mécanique et la mécanique va servir à l'histoire. Donc ce que vont faire les enfants en jouant, ça va être assez logique puisque ça va servir l'histoire, l'histoire va servir la mécanique. Donc ils ont l'impression en fait de vivre vraiment des aventures. C'est comme quand on ouvre un livre et on plonge dans l'univers et dans l'aventure. Bah, c'est pareil. On ouvre un jeu et on plonge dans l'univers et dans l'aventure et on ne se pose pas de questions. Et finalement, oui, il y a des mécaniques, mais on n'a pas l'impression en fait, qu'on fait des choses mécaniques. Et justement, dans ce flot de création, quelle est la part de l'enfant en fait? Parce que autant il est assez facile, façon de parler, sur les jeux, je vais dire adultes, mais ça m'énerve de toujours dire ça, mais on va dire plus grand public et familial. Est-ce qu'il fait partie intégrante de cette création? Est-ce que c'est un rebond? C'est-à-dire autant quand on teste avec des adultes, c'est assez facile à trouver et on rebondit. Là, l'enfant, quand on est parent, c'est peut-être l'origine. Comment on le fait en fait? Comment on l'intègre cette partie-là pour valider ce qu'on fait? Moi, je l'intègre pas du tout, mais je suis assez atypique sur ce côté-là, mais je teste pas mes jeux pour enfants avec des enfants. Je le teste avec des adultes qui savent se projeter sur ce qu'est un jeu pour enfants. Et il y a vraiment cette dimension de... En fait, je joue beaucoup à des jeux pour enfants dans l'absolu parce que j'adore ça, et je les considère pas fondamentalement comme des jeux qui changent en termes de ce qui se passe autour d'une table. Donc un excellent jeu pour enfants, en fait, je m'amuse tout autant qu'un excellent jeu pour adultes, tout comme un jeu un peu nul pour enfants, je m'ennuie autant qu'un jeu nul pour adultes. Et donc mon groupe de testeurs et de testeuses autour de moi a l'habitude de voir un peu ce qui se passe. Et je fais énormément confiance aux maisons d'édition, même s'il y a une notion un peu d'expertise où j'ai l'impression que je tombe parfois, mais pas tout le temps à côté en termes de qu'est-ce que ça doit raconter et quel c'est le niveau de compétence nécessaire. Et après, je fais confiance aux maisons d'édition autour de moi pour se dire, tiens, j'ai quelque chose chez Loki, et puis Chloé, elle va aller à l'école, et puis elle va le faire tester, elle va me dire, voilà, vous êtes un peu plantés les gars, cet effet-là, il est un peu compliqué pour du 5 ans, donc on va le changer. Et c'est là où il va y avoir un rebond. Mais fondamentalement, moi, il n'y a pas une différence énorme entre mes playtests de jeux pour adultes et mes playtests de jeux pour enfants. Du coup, nous, on essaie de passer beaucoup de temps auprès d'enfants, dans des centres d'animation, dans les écoles aussi, ouais. Et alors, on essaie de voir comment les enfants réagissent au jeu. Et en fait, les tests s'enchaînent. On a une table 4 joueurs. On essaie d'avoir toujours... si on veut tester du coup avec des enfants de 4 ans, on a 4 enfants de 4 ans. Puis il va y avoir un roulement. Ceux qui ont envie de faire une deuxième partie, du coup, ils vont rester en place. Ceux qui n'ont pas envie, du coup, s'en vont. Et ceux qui restent expliquent aux autres. Et c'est très intéressant du coup à voir. On voit ce qu'ils retiennent du jeu, on voit comment ils expliquent, quels mots ils utilisent pour expliquer le jeu. Et ça nous aide, ça affine du coup notre jeu, les mots qu'on utilise aussi dans la règle. Et en fait, on parlait d'une certaine ouverture tout à l'heure au niveau du matériel, du jouer avec le matériel. On en reparlera au niveau de l'édition, parce que c'est juste le point sujet après. Mais au niveau des contraintes mécaniques ou autres, vous avez une palette d'outils, les fameuses tout faut encore, les côtés memory, on voit tout ce qui est hyper classique et entre guillemets, j'allais dire un peu le b.a.-ba et autres, mais c'est cette manière, vous l'abordez déjà en amont ou vous arrivez avec... comment vous abordez ces fameuses recherches de nouvelles mécaniques et d'originalité par rapport aux contraintes et au développement de l'enfant en fait? Vas-y Wilfried. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est l'idée qui nous guide. Donc, on n'a pas forcément de process. C'est comme un fil qu'on déroule petit à petit et les choses vont paraître logiques. On les suit. Si elles ne nous paraissent pas logiques, on les abandonne. Et les tests nous guident bien aussi, du coup, pour ça.
logiquement, on a une tendance à imaginer que c'est un univers extrêmement contraint. Est-ce que votre rapidité de développement s'améliore, on va dire, avec les années? C'est-à-dire, à force de faire ces tests, à force de cette multiplication, il y a comme une sorte d'abac, entre guillemets, qui se développe en se disant, en fait, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ou est-ce qu'il y a des règles, on va dire, immuables, ou en fait, c'est pas si immuable que ça, puisque ça va dépendre de certaines autres conditions? J'aurais de dire oui et non, en fait, parce que on s'impose d'être le plus au contact des enfants, le plus souvent possible. Parce qu'en fait, quand on a une idée de jeu, il y a une espèce de spirale qui nous mène tout le temps à complexifier notre jeu. Et si on n'est pas au contact, enfin nous, je parle pour notre façon de travailler, évidemment, du coup, c'est ça qui nous... Enfin, pour pas partir dans cette spirale, on teste, le fait de jouer avec les enfants nous permet de... Vas-y. Micro, sinon, je pense qu'il va te le prendre tout le temps. Oui, je rejoins Wilfried et je voudrais rajouter, oui, que effectivement, nous, on est parents, donc on a des enfants, mais les enfants grandissent. Ce qui fait que si on n'était pas auprès d'enfants, en école, en centre de loisirs, etc., nos jeux évolueraient en fait avec nos enfants. Donc on ferait des jeux plus complexes, avec des mécaniques peut-être plus complexes, etc., qui seraient très bien et pour eux et pour nous aussi. Mais le fait d'aller, en fait, de se mettre à la place d'un enfant, c'est vraiment à la place d'un enfant quand on est auprès d'eux, ça nous ramène. Donc notre spirale finalement elle retombe. Et puis ça nous ramène à un niveau d'enfant où là, oui, on se rend compte, avec des mécaniques diverses et variées. Théo, je te voyais vouloir rebondir là-dessus tout à l'heure. Ouais, sur ça aussi, il y a vraiment des grands poncifs qui sont assez faux, je pense. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais il y a plein de trucs où on nous dit non, mais les enfants, ils n'aiment pas ça, ou ils ne savent pas faire ça, et du coup, il ne faut pas le faire. Et puis, notamment, j'y pense parce que cette année, on avait l'excellent La Planche des Pirates qui était nommé à Cannes, de Benoît Turpin et Florence Siriex. Et le stop ou encore, souvent on dit ah non, faut pas faire de stop ou encore pour les enfants parce qu'ils n'arrivent jamais à s'arrêter, du coup ils aiment pas ça. Puis d'un coup il y a un jeu qui est super, il est meilleur que les autres, et puis les enfants ils s'éclatent et ça marche en fait. Donc, mais un peu comme dans le jeu pour adultes où il y a toujours un moment où on va nous dire non mais faut pas faire de memory pour les adultes, personne n'aime ça, mais il faut arrêter de faire des roll and write, il y en a trop. Puis d'un coup il y en a des jeux qui sont super et puis en fait ils marchent. Et donc moi c'est ça qui m'habite vachement, c'est je pars effectivement de certaines habitudes et il y a certains constats qu'on peut faire auprès du public de se dire ça a tendance à fonctionner, ça a tendance à ne pas fonctionner. Mais en fait, on est toujours surpris par les tests et par les retours de se dire non, en fait, si c'est englobé dans un truc différenciant et si l'expérience de jeu au global, elle est super, en fait, tous ces verrous-là, ils sautent à 1000%, quoi. Et donc, il faut avoir conscience de son public et faire attention à des choses. Évidemment qu'on ne va pas se dire tiens, je vais faire un jeu pour enfants où le scoring il est en 77 points à la fin et il faut faire des retenues. Ça ne marchera pas avec des enfants de 5 ans, ça c'est assez sûr. Mais parfois, il y a des espèces de grosses barrières qu'on a tendance à s'automettre juste parce que, je sais pas, il y a quelqu'un un jour qui a dit que c'était comme ça et pas autrement. Mais ça vaut le coup de chercher à les changer, et ça fait des expériences de jeu qui sont d'autant plus fortes et d'autant plus riches, je pense. Une fois que vous avez créé vos premiers jeux et autres, l'idée c'est de partir vers l'édition. Comment amenez-vous un jeu alors justement, en plus, l'intérêt de vous avoir... Wilfried, Marie et Théo, c'est que vous fonctionnez un petit peu différemment, même si Wilfried et Marie, vous avez d'autres jeux que des jeux pour enfants, mais on va dire que c'est votre grosse majorité. Comment se va vers l'édition? C'est-à-dire le choix de l'édition, le choix de l'éditeur, le mode de fonctionnement. Ça nous permettra d'enchaîner justement après avec Chloé et Déborah sur cette partie-là. C'est quand est-ce que vous décidez de go, on y va, c'est bon, c'est présentable, et comment on choisit à qui on le présente? Alors, on dit go, c'est présentable quand déjà, nous, on est satisfait. Et on est satisfait quand on a playtesté auprès d'enfants, surtout. Donc, on est toujours... dès qu'on a un prototype à peu près agréable aussi aux yeux à tester, parce que c'est important quand même. De faire tester à des enfants avec un prototype agréable, c'est quand même mieux que des bouts de papier, etc. Et une fois que les tests sont passés et que, nous, ce qu'on aime, nous,
c'est que les enfants prennent en main le jeu tout seuls. À un moment donné, on l'explique, ils prennent en main, ils l'expliquent aux copains. Et là, si c'est comme ça et qu'ils y reviennent facilement, on se dit go, c'est bon, on peut passer à l'étape d'après et le présenter à des éditeurs. Et puis après, pour le montrer à des éditeurs, il n'y a pas énormément d'éditeurs de jeux pour enfants. Donc la liste est très courte. Et après, c'est au fil aussi des rencontres. Et puis avec des contraintes matérielles, quand on voit les lignes éditoriales de chacun, on se dit, tiens, celui-là, il pourrait rentrer dans la gamme d'un tel. Pourquoi pas lui présenter. Et il y a des différences entre... après, je te redonnerai Théo. Vous avez édité en France, vous avez édité chez ABBA, vous avez des gros succès chez ABBA avec le Kinderspiel, entre autres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un peu l'Oscar. Alors nous, on dit c'est la Coupe du Monde. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. C'est vrai que surtout en France. Du coup, pour que les enfants le comprennent, du coup, on parle de Coupe du Monde. Eh ben, c'est parfait. C'est donc la référence dans le secteur, au niveau mondial en tout cas, et ça donne une visibilité. Il y a une différence un peu dans la manière d'aborder les choses entre on va dire, le style français, on va dire ça comme ça, au niveau de l'édition, et ce que vous avez pu rencontrer à l'international, sur la manière d'aborder le jeu pour enfants. Tu as le droit de dire non, en fait. Ou c'est un sujet qui te met mal à l'aise? Bon, non, pas mal à l'aise, je sais juste pas quoi répondre. Mais j'essaie aussi de réfléchir à des exemples qui me viennent. Alors, je vais te prendre un exemple tout bête. On a une tendance en Asie à être, c'est vrai, assez éducatif au niveau des jeux. C'est culturel ou autre, c'est pas automatiquement bien ou mal, c'est culturel, c'est différent. On a une culture aussi du jeu de société, on va dire assez classique. Pour les jeux familiales, on parle de retrage, d'améritrage dans la manière de traiter les choses. Pour des jeux familiaux, est-ce que ça se rebondit justement entre un jeu enfant pour l'Allemagne, parce qu'on pense à ABBA justement, qui est un des gros du secteur, ou quelque chose comme en France, on est plus vers peut-être du narrative design, ou enfin quelque chose d'un peu plus narratif ou pas. Est-ce que vous avez cette sensation-là? Effectivement, quand tu parles de l'Asie, oui. France-Allemagne, je le vois moins évident. Là, oui, on a un jeu qu'on a présenté plus en mode party game pour enfants. Il y a un éditeur asiatique qui l'a pris, on a signé un contrat d'édition et c'est devenu effectivement un jeu éducatif. Donc... c'est notre manière de faire. Exactement. Ouais. Puis on apprend plein de choses en fait. Du coup, on essaie aussi de travailler avec plein d'éditeurs différents, ce qui permet d'apprendre beaucoup de choses, quoi. D'élargir votre palette. Exactement. Ouais. Théo, toi, dans ta démarche après l'édition, c'est un peu plus différente puisque tu n'as pas passé par les écoles et autres. C'est au gré des rencontres ou Ouais, il y a vraiment ça. Il y a à la fois des rencontres et du passif. Typiquement, j'ai bossé avec Ozu et avec Loki plusieurs fois parce que c'était super, donc j'ai envie de le refaire en fait. Et donc il y a vraiment ce truc-là de relation qui se crée au fur et à mesure et de confiance. Après, sur les deux questions, c'est un peu bizarre parce que les deux, j'ai pas de vraie réponse, mais c'est la même chose pour les jeux pour adultes. C'est-à-dire que, à un moment, je vais avoir mon proto et je vais me dire, ouais, c'est bon, je peux le montrer en fait, quoi. Et des fois, j'ai fait vraiment peu de tests, mais je sens que c'est le moment. Et puis des fois, j'ai fait 1 million de tests et je me dis, non, c'est pas bien, je peux pas le montrer tout de suite. Et c'est vraiment un truc assez gut feeling comme ça. À un moment, je me dis, ok, lui, il est prêt, lui, il est pas prêt. Et c'est drôle parce que même ponctuellement, je me dis, lui, il est prêt, je vais le montrer parce qu'il y a Cannes la semaine prochaine. Et j'arrive et je sens en fait qu'il est pas prêt. Et du coup, je le montre pas parce que je me sens pas à l'aise. Et donc, il y a vraiment un truc de ressenti. Sur le choix des maisons d'édition, il y a cette histoire de confiance et cette histoire de rencontre. D'autant que moi, j'ai envie de bosser avec des gens super et avec qui je m'entends bien, et de pas trop bosser avec des gens avec qui ça se passe mal ou avec qui j'ai pas une relation professionnelle agréable, voire amicale. Donc moi, ça me drive énormément. Mais il y a également une notion de collection et de compétences. Typiquement, ensemble, on a fait un jeu qui s'appelle À Tâtons avec encore Elodie Clément, qui est un jeu avec des matières à toucher. On l'a proposé à Ozu tout de suite parce qu'il y avait une dimension de Ozu sait faire des puzzles avec des matières à toucher, a déjà fait des livres avec des matières à toucher. A priori, il devait y avoir la compétence en interne pour faire un jeu avec des matières à toucher.
là où on ne serait pas naturellement allé voir d'autres maisons d'édition, ou peut-être dans un temps plus tard, parce qu'il y avait cette notion de ok, là on a des chances que si le jeu soit satisfaisant, la compétence en interne soit présente. Et il y a des gammes qui sont très très claires, même si à la fois Loki, à la fois Djeko, à la fois Ozu a une gamme de petits jeux de cartes, mais c'est très très clair que typiquement un petit jeu de cartes va aller plutôt vers ces trois-là que vers des personnes qui ne l'auront pas directement. Et enfin, il y a presque une notion de storytelling. Loki fait des jeux qui racontent peut-être des histoires un peu plus fortes, avec un matériel un peu plus impressionnant, avec une dimension narrative qui est un peu plus poussée, notamment dans la gamme de gros jeux coopératifs dans lequel il y a Kraken Attack et SOS Dino. Là où une maison d'édition comme Djeko, l'histoire elle est clairement en second plan. C'est plus la mécanique et l'aspect graphique qui va être mis en avant. Donc si j'ai un jeu qui ressemble à SOS Dino ou à Fluffy Valley qui arrive chez Loki, je pense que je le présente pas à Djeko en premier parce que je me dis que ça va pas leur plaire en fait. Qui est vraiment un peu mon leitmotiv quand je dois présenter mes jeux. Comme je suis un peu feignant, j'ai pas envie de faire 253 rendez-vous éditeurs. Et donc je me dis toujours, à qui est-ce que ça plaira? Ok, chez eux ça devrait le faire, je vais essayer. Et si on parlait justement, on va basculer un peu sur la partie édition. L'idée, c'est comment vous recherchez vos jeux en fait. Si on commence, il y a des auteurs qui vous démarchent. Est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous avez comment fonctionnez-vous sur la sélection? Eh bien, du côté de Loki, on a plusieurs portes d'entrée entre guillemets. On va étudier les propositions qui nous arrivent par mail, donc soit qui arrivent directement par notre site, soit des auteurs qui nous ont déjà rencontrés sur les salons, qui ont déjà notre adresse, qui peuvent directement nous les présenter, soit via des règles, des vidéos de présentation qu'on essaie de tout étudier. On va très peu faire de commandes, voire pas faire de commandes pour le moment. On a déjà beaucoup de propositions et en effet les auteurs savent déjà bien nous cibler, nous situer. Loki a 5 ans, donc c'est peut-être fait aussi une image qui permet de directement diriger. Quel va être ton critère de dire oui, non, en dehors du contact? C'est-à-dire une fois que tu as le proto entre les mains, quels sont tes critères de choix en dehors de potentiellement, bien évidemment, d'avoir un auteur connu comme Wilfried Emery ou Théo qui savent, entre guillemets, plus facilement ce qu'est un jeu pour enfants, puisque c'est des références et je pense que c'est rassurant. Et comment se fait cette sélection du je prends pas? Moi, je regarde déjà, entre guillemets, l'originalité par rapport à notre gamme, puis par rapport forcément au monde du jeu en général. Si c'est une mécanique qu'on a déjà, vu qu'on a une vingtaine de jeux, mais ça reste encore assez jeune catalogue, je vais regarder, peut-être favoriser une nouvelle mécanique ou une nouvelle approche d'une mécanique qu'on a déjà. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Je vais regarder si ça colle aux critères enfants, entre guillemets, le temps de jeu. Si c'est un jeu qui dure 1 heure, ça va être compliqué. On essaie de faire des ajustements avec les auteurs aussi, donc on essaie de faire des retours si ça nous intéresse mais que c'est pas tout à fait prêt, de pouvoir cibler ces aspects-là, qui les modifient, on les emmène en école pour pouvoir peaufiner un petit peu tout ça. Je vois l'enthousiasme des enfants, si le prototype nous plaît à l'écrit ou à la présentation, on le teste forcément. Si l'enthousiasme est là, on l'emmène en école, on le teste avec les enfants. Si l'enthousiasme est encore là, on avance. Donc ça va être tout un enchaînement d'étapes différentes qui peut être très long ou assez parfois rapide, évident en fonction des jeux. Côté Ozu, est-ce qu'il y a un peu un critère un peu différent ou c'est assez semblable à ce que l'ADN livre intervient d'une manière ou d'une autre dans cette sélection? Je pense que c'est assez semblable avec Loki, puisqu'il y a les mêmes critères de est-ce que ça plaît aux enfants, et après l'ADN livre, elle ne transparaît pas forcément dans la sélection des jeux, elle va plus transparaître dans la sélection des illustrateurs. Et sinon, il y a beaucoup aussi. Moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur d'un jeu où je m'éclate, je projette tout de suite des enfants dessus, je vais le travailler. Et voilà, il y a des jeux où, comme je le disais, il y a des parties de cartes qui durent plus d'une demi-heure. Je sais que l'enfant il va lâcher. Du coup, on n'insiste pas. Et ce secteur, justement, test en école et autres, ça fait partie aussi de votre cycle de test ou non? Nous, on n'est pas en école, on met
partenariat en place avec des ludothèques dans le 20e, parce qu'on est à Paris. Et on teste aussi beaucoup avec des familles, pas forcément joueuses aussi, pour avoir des retours d'enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. C'est aussi bon à prendre. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est le côté édition livre, donc on a aussi un public qui touche pas mal, qui va en librairie et qui s'y connaît pas forcément. On n'est pas que un public de jeux purs. Dans les sélections, est-ce que, étant donné que c'est un public assez ciblé et spécial, est-ce que est-ce que le nombre d'auteurs, on a vu le nombre d'auteurs qui explose depuis pas mal d'années, est-ce que ça va croissant aussi par rapport aux propositions que vous avez depuis quelques temps, ou ça reste encore quelque chose d'encore spécifique avec un groupe d'auteurs assez fermé? Et bien, du coup, pour préparer ça, j'ai regardé justement mes mails. J'ai regardé entre janvier de cette année et janvier de l'année dernière, c'était assez similaire. Donc c'est très spécifique à nous. Mais je pense que ça explose. On rencontre peut-être plus de monde sur les salons. Nous, l'équipe a grandi, donc je ne suis plus toute seule. Donc ça a doublé dans un certain sens. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, soit qui viennent de d'autres milieux, soit qui sont sur du jeu familial et qui essayent des rapprochements avec le jeu enfant aussi. Donc on les voit passer. Il y a des personnes qui sont spécialisées, qu'on connaît bien, mais ça reste assez varié. Et moi aussi, je suis plus toute seule, donc c'est cool. Non, ça a grossi aussi, et j'ai de plus en plus aussi d'auteurs. Mais je pense aussi que c'est dû au fait que Ozu est pas forcément, n'a pas la renommée de Loki, donc il y a aussi de plus en plus d'auteurs qui nous découvrent au fur et à mesure des années, donc c'est hyper positif et on est trop contents. Dans le développement et dans la réalisation de vos jeux, vous faites des jeux pour enfants, c'est une cible très spécifique. Au niveau de votre interaction donc, avec les auteurs, mais vous avez aussi des contraintes, je pense, réglementaires, puisque un public enfant amène des normes et des tests spécifiques. Comment ça s'intègre ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir retoucher derrière par rapport aux auteurs ou pas du tout? C'est comment cette démarche éditoriale qui est un peu spécifique par rapport à du jeu familial? Nous, au sein d'Ozu, comme on est une grosse entreprise, on a un service qualité qui s'occupe de gérer les tests et d'envoyer des jeux en test pour répondre aux normes. Et sinon, on évite des trop petits éléments, des choses qui peuvent s'avaler. Avec les aimants, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, il y a certains éléments où on va tilter. Là, il faut faire attention à ce qu'on fait là-dessus. De notre côté, on n'a pas de service qualité, mais ça passe tout pour les normes à la sortie de l'usine, donc c'est pareil, c'est vérifié immédiatement. On va faire attention à tous les critères habituels, et j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié ce que c'était. Est-ce que ça, par rapport à ces normes et autres, vous avez ces contraintes par rapport à la qualité des jeux proposés? Est-ce que vous avez des auteurs quand même qui, majoritairement, en fait, ont des offres réfléchi? On parle d'aimants, on a tendance, c'est quand même pas mal de jeux d'aimants. Je pense à Magic Keys, qui est sorti l'année dernière par Happy Baobab et localisé par BlackRock, si je dis pas de bêtises. Ou autre, on a des aimants, mais qui sont cachés dans du plastique ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez un travail aussi, peut-être, qui s'est fait en amont de meilleure qualité, fait par les auteurs sur ces réglementations-là, ou c'est une condition de tri et de sélection? C'est vrai que ça arrive très souvent que les auteurs arrivent déjà avec des solutions parce qu'ils connaissent les petits soucis. Un aimant qui n'est pas caché, c'est vrai que c'est dangereux. Les piles, les piles qui peuvent traîner, c'est pas terrible non plus. Les élastiques, on est vigilant. Je pense que les auteurs aussi. On regarde aussi pas mal, je repars sur ce que j'avais en tête avant, sur les normes pour les USA. Puisque nous, on fait des jeux multilingues donc qui sont distribués là-bas, et les normes sont d'autant plus dures. Donc on est assez vigilant pour leur marché, et on sait que tout ce qui sera vérifié pour eux sera un peu plus souple, malheureusement, heureusement, en Europe. Donc ça permet de faire le double. Le marché du jeu de société en France ou en Europe fonctionne beaucoup avec le hobby market, c'est-à-dire qu'on a un flux, on passe par les magasins spécialisés où on trouve
en très très grande majorité des jeux famille et on va dire très geek ou initié, peu de jeux pour enfants. Quelle est la manière d'amener un jeu enfant sur le marché et de communiquer et de le marketer en fait? Il y a plusieurs manières de rentrer dans les boutiques. Nous, on a toute une flopée de représentants donc, dont le job est d'aller toquer à leur porte et les séduire. Et on a aussi Instagram pour essayer de parler aux familles parce qu'il n'y a pas d'enfants, ou du moins pas trop j'espère, sur Instagram. Et du coup, voilà, on essaie de aussi faire parler de nos jeux sur ce média-là. Après, Instagram, Facebook, tout ce qui est réseau. Et après, il y a les ludothèques. On est en ludothèque. Voilà, l'objectif aussi, c'est d'emmener le jeu là-bas. Et les salons. Énorme part de communication sur les salons. C'est là où il y a beaucoup de gens qui découvrent aussi nos produits et qui peuvent jouer à plein de produits de la gamme. Donc, c'est la meilleure mise en avant. Effectivement, les joueurs normalement, les joueurs cibles sont pas sur les réseaux sociaux et c'est pas automatiquement simple. Et justement, par rapport à Loki, vous avez une communication, on va dire, via Yellow ou autre. Comment vous différenciez cet ensemble en fait entre non, en fait, c'est la même chose ou vous spécifiez un petit peu? C'est en train de un petit peu changer puisqu'avant justement il y avait la communication Yellow qui communiquait sur Loki, donc c'était grosso modo similaire. Il y avait des posts qui étaient particuliers, mais ça s'adressait aux mêmes personnes. Et donc depuis peu, on a une team de communication qui est dédiée à Loki. Et donc on essaie de s'adresser aux enfants, tout en sachant que c'est les parents qui sont les cibles. Donc forcément, créer des posts, on va créer des vidéos, des podcasts qui sont destinés aux parents, mais pour s'adresser vraiment aux enfants en premier lieu. Il y a des choses qui ont été établies un petit peu officiellement. C'est des choses qu'on a dans les jeux puis qu'on a traduit sur la communication. Le tutoiement, par exemple. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on s'adresse plus à un public enfant. Loki, on a la petite tagline, les jeux de ouf. On va l'utiliser un petit peu plus pour transmettre comme ça cet univers. Une question qui est un peu plus pour Ozu. Je vais essayer d'éviter des questions pièges. Ozu a aussi une très grande part sur la partie GSS. GSS, grande surface spécialisée. On va dire les Fnac, les Cultura, et autres, et justement, que je mets entre guillemets en opposition, ou en tout cas, c'est pas en premier rideau par rapport au big market, ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que c'est les mêmes jeux en fait que vous faites? Est-ce que vous vous adressez de la même manière? Là, on voit une nouvelle gamme qui apparaît. Tu parlais tout à l'heure, Théo, du Prince des Ours, qui est un nouveau jeu au zoo. Est-ce que c'est le même travail à la fois d'édition et de communication, justement? Non, l'objectif, c'était justement avec le Prince des Ours affamé de parler plus à un public de joueurs. Et donc, c'est des nouveaux designs, des boîtes carrées. Au niveau éditorial, c'est tout ça qui a été remis en cause. On a repensé la charte graphique. Il y a des influences du monde du jeu qui sont remontées à nous. Juste mettre le nom des auteurs-illustrateurs sur les couvertures, c'est ce qu'on ne faisait pas ça au début, puisque on n'avait pas tout de suite ces réflexes. Et donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place pour être sur les deux marchés. Sur la suite, là je vois le temps qui passe, on est quasiment à 50 minutes. On va peut-être, c'est vrai qu'on était un peu entre nous là en train de discuter. Est-ce que dans le public il y a des questions ou autres diverses et variées sur tout ce qu'on vient de se dire? Il ne faut pas hésiter. Oui, merci à vous pour toutes les informations qui sont très intéressantes. Alors moi, je vous parle en tant que ludothécaire et récemment psychologue pour enfants aussi. Et je voulais faire remarquer que dans la définition, un jeu pour enfants, c'est un jeu qu'on pourrait offrir à un enfant. C'est un point de vue très adulto-centré. C'est-à-dire, on parle que d'adultes finalement là-dedans, parce que comme vous le disiez très justement, c'est les adultes la cible, c'est eux qui vont acheter les jeux pour les enfants. Et quand en ludothèque, on demande aux enfants à quoi vous voulez jouer, ils ne montrent pas des jeux pour enfants. Ils ont envie de jouer à des jeux qui, en tout cas, ont des visuels, des thématiques, du matériel adulte. Ils montrent des jeux de figurines, des Descent, des choses comme ça. C'est ça qui les attire. Mais dans la proposition qu'on fait, notamment thématique, on a tendance peut-être à sur-infantiliser les enfants
et ce qui est parfois un décalage entre la difficulté mécanique du jeu et le thème qui est rattaché. Moi, ce dont je rêverais, ce que j'aimerais voir en ludothèque, c'est des jeux avec des figurines qui parlent, du beau matériel et des règles suffisamment simples pour que les enfants puissent y jouer sans qu'il y ait besoin de les adapter. J'ai plusieurs petits trucs sur ça. Le premier, mais ce qui est un élément compliqué du monde du jeu de manière générale, mais on est un produit culturel, et donc on a cet aspect culturel dans lequel je me retrouve dans ce que tu affirmes, mais un jeu avec du beau matos pour enfants chers, c'est impossible, voire c'est difficile, voire impossible à vendre. Il y a vraiment ce sacro-saint de 30-35 euros grand maximum, et encore, les maisons d'édition, elles grincent un peu les dents dès que tu as un peu de matos, ce qui fait que ça dépasse. Mais il y a aussi une prise de conscience sur ça. Moi, je l'ai eu avec SOS Dino, que j'ai fait avec Ludomo Blanche et Loki, ou à l'époque Aurélie Raphaël, qui était notre chef de projet, qui est là. On a beaucoup discuté de la thématique, puisque c'est un jeu où des volcans rentrent en éruption, on doit sauver des dinosaures, et des fois, oups, ils sont pris dans la lave et on les enlève. Ils sont morts, en fait. Et à un moment, on s'est dit, est-ce que c'est pas horrible pour des enfants de 6 ans? On joue et bam, là, il y a une météorite qui tombe sur Freddy, le joli tyrannosaure rouge, et on l'enlève du jeu, et dommage, on ne marquera pas de points grâce à Freddy. Et on a évoqué un moment le truc de se dire, peut-être qu'on va décaler un peu le thème et que ça sera, je sais pas, des volcans de bonbons avec des rivières de sucre, et que, oh non, Freddy, il est pris dans la lave de sucre, mais il n'est pas mort, c'est bon, il s'en va, quoi. Et en fait, les enfants, ça passe hyper bien. Et on a eu j'ai eu un retour une fois quand même d'une famille qui m'a dit, nous, on n'enlève pas les dinosaures parce que nos enfants, ils pleurent. Mais au global, les enfants, eux, ils sont OK avec ça, en fait. Ils sont déjà confrontés à une forme de violence au global. Pas de dinosaures qui meurent, mais d'une manière générale, ils sont confrontés dans les œuvres de fiction et puis dans la réalité, à des choses qui sont OK. Et donc, il n'y avait pas un problème majeur sur ça. Mais, à la fin, nous, on ne cherche pas à convaincre les enfants, parce qu'ils n'ont pas un grand pouvoir d'achat, et que malheureusement, le but premier, c'est quand même de vendre des jeux, même si on les fait pour qu'ils soient joués. Et il faut qu'on convainc les parents, et les parents sont, je te rejoins parfaitement sur ça, vachement plus sur le... Attention quand même, il est en avance sur son âge, mais on va quand même faire gaffe à ce que ça soit pas trop violent, que la thématique, elle soit sympa. Mais j'aimerais aussi qu'on propose des univers graphiques un peu plus forts et qui ne soient pas typés un peu bébé. Je pense que ça arrive pas mal, aussi parce qu'il y a une conscience graphique des maisons d'édition plus importantes et qui cherchent à travailler ça pour donner des beaux jeux et des jeux qui parlent d'une manière générale. Mais effectivement, c'est compliqué d'être toujours un peu le cul entre deux chaises. Et c'est aussi vrai pour les jeux pour adultes, d'une certaine manière, entre on veut faire des trucs super que les enfants vont adorer, mais que les parents vont acheter quand même à la fin, quoi. Merci. Tu traverses. J'ai une question justement par rapport à ça. Au niveau de Loki, comme vous testez en école, est-ce que cette partie, on parlait de beaucoup de mécanique, c'est vrai qu'on s'est arrêté, et c'est peut-être aussi par rapport à mon défaut personnel, vu ma formation sur la mécanique de jeu, mais est-ce que les visuels sont aussi testés en fait en école ou pas du tout? Oui, bien sûr. On teste au tout début les prototypes, mais pendant le développement d'un jeu, j'y vais très régulièrement pour voir si le visuel est compris, si ils manipulent bien potentiellement les figurines ou les autres objets, s'ils comprennent ce que c'est, s'ils savent les citer, pour confirmer que c'est pas juste moi qui projette qu'ils ont compris. Je les laisse jouer entre eux pour voir ce qu'ils se disent, et c'est assez transparent en général. Si y a quoi que ce soit, on l'entend. Et alors, en termes de goût, entre guillemets, est-ce que c'est un sujet qui est abordé? Genre, vous aimez ou vous aimez pas? Qu'est-ce que vous avez envie justement pour rebondir là-dessus? Ou pas du tout? En termes de goût, d'illustration ou autre? On essaie de faire des illustrations qui sont assez vivantes, aventures, colorées, parce que aussi, je pense, pour l'instant, c'est ce qui correspond aux jeux de société modernes. Après, on va voir comment ça évolue, mais on essaye de coller à ce qu'ils apprécient. Donc, on regarde. Je regarde pas des dessins animés, mais je regarde ce qui sort en dessin animé, ce qu'ils peuvent discuter dans la cour, quelles sont leurs références aujourd'hui aussi, et de coller avec un petit peu ce qui est apprécié au niveau des illustrations. Bonjour, je suis auteur de jeux, jeune auteur. J'ai une question sur les playtests. Quel niveau de finition minimum d'un prototype il faut pour que les enfants ne soient pas rebutés par le prototype, sur votre expérience? Crayon papier sur fond blanc, est-ce que ça passe ou pas? Personnellement, j'ai vu des enfants s'éclater avec du papier carton.
Donc c'est pas vraiment ça qui va être bloquant, c'est plus comment est-ce qu'on va pouvoir nous aussi le projeter. Eux, s'ils arrivent à rentrer dans l'univers grâce à ça, c'est toujours plus facile s'il y a un univers enfant qui est imprimé dessus. Enfin, un visuel enfant qui va aider un petit peu, pour nous en tout cas, éditeurs. En tant qu'auteur, je ne sais pas jusqu'à où vous poussez vos prototypes, mais... Enfin si, du coup. On essaie quand même d'aller le plus loin possible, parce que ça nous permet aussi de faire une première proposition aussi thématique avancée. Du coup, on teste aussi la thématique. Du coup, si on parle de dinosaures, du coup, on met des dinosaures. Du coup, ça nous permet de commencer. Enfin, c'est pas que tester la mécanique, en fait. Le fait d'avoir un prototype avancé, ça nous permet de tester la mécanique, l'histoire. Et puis, ce que disait Marie tout à l'heure, en fait, ça sert à expliquer le jeu, en fait. Ça t'aide, en fait. Enfin, en tout cas, ça nous aide d'avoir un prototype abouti. Ça nous aide à raconter l'histoire et ça nous aide à la projection de l'enfant dans le jeu. Et juste un mini mot sur ça, c'est exactement pareil pour les jeux pour adultes. Alors les adultes feront un peu plus semblant en disant non mais ça me dérange pas, mais un jeu tout crapouilleux avec des mots sur des cartes aura un moins bon retour pendant les groupes de test que l'endroit où tu auras trouvé les belles images et le truc. Moi je vois pas une réelle différence au niveau de mes prototypes à ce niveau-là. Si je peux juste ajouter que les enfants sont aussi très sensibles pendant le test, donc si les visuels sont très froids ou ne correspondent pas en tout cas à ce qu'on leur propose habituellement, les réactions peuvent y être injustement associées et du coup ça fausse un petit peu le test aussi. Donc ça m'est déjà arrivé de demander à des auteurs de rethématiser un peu plus enfantin un prototype, juste en changeant les illustrations. Voilà. Peut-on imaginer dans le marché actuel des jeux pour enfants avec aucune thématique? Des auteurs qui ont fait des jeux abstraits. Est-ce que vous pensez à ça? On est d'accord que ça fait un jeu abstrait en fait. Aucune thématique, pour moi ça passe à abstrait. Djeko a une gamme qui marche très bien, je crois, avec des jeux de logique et des jeux abstraits destinés aux enfants. Donc j'ai l'impression que oui, je crois. Ouais, mais après c'est des... Oui, mais non. Mais après c'est des thèmes qui sont plaqués dessus en fait. Enfin nous par exemple on a un jeu, alors c'est pas un jeu enfant, mais il a eu un thème plaqué sur... Kiwa Niwa. Niwa, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est un univers. Alors c'est un univers enfantin qui a été mis sur un jeu abstrait. Et en fait, ça apporte un faux message en fait aux personnes. On dirait un jeu enfant, mais ça n'est pas vraiment un jeu enfant. C'est un jeu familial, c'est un jeu pour adultes, c'est un jeu abstrait. On joue à deux. Si je dis pas de bêtises, et je peux en dire sur cette partie-là, tout ce qui est jeu Montessori et compagnie, c'est assez abstrait en fait. Et c'est encore là, par contre, on rentre dans du jeu éducatif qui sont très spécifiques. Et ouais, c'est vraiment très spécifique. C'est du jeu adapté. Enfin, c'est pas du jeu de société. Ça va être du jeu adapté. Ça va être, on va calculer avec des petits cubes. Mais c'est pas du jeu de société. C'est là que c'est un autre sujet de discussion, mais c'est là on a tendance à parler jeu de société, jeu éducatif. Non ? Oui, mais nous, on cherche pas à faire du jeu éducatif. Ouais. Mais c'est là où on voit aussi une différence notable sur les maisons d'édition. J'imagine qu'un truc comme Chip-Hop ou Ourson Taquin, qui est de vous deux, aurait peut-être pu sortir chez Djeko avec une absence de thème dans leur gamme logique, qui sont des jeux complètement abstraits, mais jamais un éditeur comme Spaceco sortirait, peut-être, je dis des bêtises, et un jour ça arrivera, je suis désolé, me citez pas plus tard. Mais je pense pas que Spaceco irait directement, tout comme vous deux, vers du jeu complètement abstrait, complètement athématique, avec juste des visuels colorés. Il y a vraiment une notion de ligne éditoriale et de retrouver des manières de faire sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou pas du tout? Et en même temps, je vais sentir... Aline, tu ne voudrais pas te toucher 2 mots sur le sujet par rapport à tes tests? Ou pas?
Oui, bonjour Adrien, donc je suis aussi auteur de jeux et je me posais une question sur la place du parent quand vous faites de la création de jeux. Est-ce que vous pensez les parties pour que ça soit que entre enfants ou pour que ça soit parent-enfant et que le parent ne s'ennuie pas non plus dans le jeu pour enfants, quoi. Nous, on le pense toujours entre enfants. Si on imagine un jeu 5 ans, on imagine 4 enfants de 5 ans qui jouent qui jouent au jeu. Et évidemment, ils ne vont pas le prendre en main tout seul. Ça va toujours passer par un adulte ou un beaucoup plus grand qui va expliquer le jeu. Mais dans l'idéal, on n'y arrive pas tout le temps. Mais c'est que l'enfant, après ces premières parties, il soit autonome dans son expérience de jeu. Et dans le côté parent-enfant, sur notre gamme un peu plus élevée, sur du 6-7 ans, on va essayer quand même de faire des jeux où le parent s'amuse aussi, qui n'est pas forcément que l'enfant qui prenne son pied. Bonjour, merci pour votre présence, votre conférence et le temps que vous dédiez à tous les gens qui sont là. On n'a pas vu la dernière slide qui parle de l'avenir. Et du coup, moi, c'est un petit peu... moi, je suis animateur jeune dans un accueil de loisirs et on est sur un projet de création de jeu avec... c'est plus un public adolescent. Mais oui, le jeu, notamment chez les enfants, me questionne en me disant... c'est un outil d'émancipation qui permet aussi à des jeunes de devenir plus tard ados et puis peut-être citoyens éveillés, tout ça. Et est-ce que Chloé et Déborah, dans votre ligne de conduite éditorialiste, est-ce que vous avez des valeurs qui vous sont immuables à respecter par rapport au futur de nos jeunes joueurs? Je me permets. Oui, nous, dans notre gamme, déjà, on essaie d'être inclusif. Donc on essaie de mettre tout type d'enfants dans nos jeux, sur nos pions. Et on essaie aussi d'avoir des jeux où il va y avoir la communication, ou dans les jeux, particulièrement dans les jeux coopératifs, hein, mais toujours dans la bienveillance. et voilà. Mais donc principalement, je dirais sur l'inclusivité, on y fait de plus en plus attention quand même à aussi représenter sur nos couvertures, pour que tous les enfants puissent se sentir concernés. Je pense que c'est assez commun. On est bien d'accord dessus. Je ne sais pas si j'aurais d'autres choses à ajouter de tête comme ça. Mais l'inclusivité, le partage, on va éviter tous les thèmes qui vont être, on ne va pas dire trash, mais voilà, tout ce qui est guerre, fusil. On va aussi éviter tout ce qui est... téléphone, les applications. Pour l'instant, c'est aussi un sujet que nous, sur lequel on ne se penche pas en tout cas. Voilà, en accord avec ce qu'avait dit Déborah. Et là encore bien mieux sur les jeux pour enfants que sur les jeux pour adultes. Et j'en profite parce que vous êtes toutes les deux parfaitement exemplaires sur ça et ça a été un plaisir de bosser avec vous sur ces questions-là. Mais le jeu est éminemment politique, comme beaucoup de choses, du moins j'en suis persuadé. Et cette question d'inclusivité, elle a été compliquée dans le monde du jeu pendant des années. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on progresse très fort, on reste pas terrible sur pas mal de sujets. Le jeu pour enfants précède ces questions-là de manière vraiment importante. Et là où c'est des questions importantes pour moi à titre personnel, et je me suis retrouvé régulièrement à discuter avec des maisons d'édition en disant non, je ne veux pas juste 4 mecs blancs sur la couverture de jeu, ce n'est pas possible. Sur les jeux pour enfants, je n'ai jamais eu à poser la question et il s'est jamais rien passé. Et même quand j'ai eu la chance de bosser sur des jeux plus narratifs, je pense à Détective Charlie chez Loki, sur lequel, en vous spoilant un tout petit peu, mais on a fait attention à ce qu'il y ait une multiplicité d'origines sur les noms des personnages, qu'il n'y ait pas de stéréotypes trop forts sur les professions associées aux personnages, et qu'il y ait des représentations diverses et variées. Il y a un couple de deux, c'est des animaux, donc mais 2 animaux masculins, ce cher Karim Koala et Colin Corgi qu'on embrasse. Et ça a été des questions qui étaient hyper faciles à aborder et très vite, oui évidemment en fait. Là où le gatekeeping et le petit blocage sont plus présents dans le jeu pour adultes que dans le jeu pour enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. On va peut-être faire un... Si, non, j'ai loupé un truc. Oui.
Bonjour, moi je m'interrogeais par rapport dans le côté évolution que vous disiez. Est-ce que en tant qu'éditeur, vous pouvez être amené à être sollicité dans l'évolution par des professionnels de l'enfance, ou on va dire le mot petite enfance, parce que la petite enfance, ça reste quand même sur beaucoup des jeux qui sont faits, c'est plutôt la petite enfance que l'enfance. Est-ce que vous pouvez être sollicité et dans ce cas-là entendre les propositions qui sont faites? Là, je cite un exemple que j'ai rencontré sur le salon. L'éditeur Gameflow a été sollicité par une orthophoniste par rapport au contenu, à la charte graphique et notamment à la police, qui n'était pas assez inclusif par rapport à des enfants dyslexiques. Et il y a une vraie réflexion qui s'est menée depuis quelques temps dans leur équipe par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez des exemples qui vous sont déjà arrivés? Et est-ce que c'est des pistes que vous envisagez? Et est-ce que vous seriez ouverte à des apports qui pourraient être faits parce que ce n'est pas forcément votre domaine de compétences à la base, l'enfance ou la petite enfance? Des questionnements, des attentes sur certaines gammes? En clair, grosso modo, justement, sur le développement de l'enfant, on parlait d'inclusivité, mais aussi par rapport à des difficultés de l'enfant, par rapport à avec tous les problèmes de quelque chose, on va dire, dyslexie, dyskographie, machin. Excusez-moi, j'ai du mal avec ça. Mais est-ce que ça, justement, c'est une réflexion? Parce qu'on a une tendance, c'est vrai que dans le secteur du jeu de société, à faire attention à tout ce qui est problème de couleur et autres. Mais après, il y a aussi des problèmes de prise de caractère, de lecture, de lisibilité. Est-ce que ça est inclus dans vos réflexions? Alors, on essaye. C'est pas forcément simple de faire en sorte que ça soit conciliant avec toutes les problématiques de couleur, toutes les problématiques de lecture. Sur Détective Charlie, on y avait été particulièrement vigilant, puisqu'on laissait les enfants lire, on leur demandait s'ils comprenaient tous les mots. Il y a des enseignants qui ont aussi lu les cartes, qui ont pu faire des retours. On a parfois l'occasion de voir des professionnels, des orthophonistes qui peuvent nous donner des retours. Pas forcément sur tous les jeux, c'est pas forcément automatique, mais on est quand même bien entouré. Après, on n'a pas encore fait de jeu dédié à ça pour notre part. Je pense aussi que c'est une spécialité, qu'il y a des éditeurs qui en sont spécialisés et que c'est bien de l'inclure au maximum, mais que ça reste à des fois compliqué de tout agencer dans le même jeu. Je te rejoins tout à fait. Et aussi sur les jeux plus petits, les 3 ans, voilà, on va avoir des retours d'enseignants qui vont pouvoir adapter le contenu parfois. Et on travaille aussi des auteurs qui sont orthophonistes, des auteurs qui sont enseignants. Donc là, au moins, c'est en direct. S'il y en a plusieurs qui pensent à lever la main en même temps, ça permettra d'anticiper les déplacements. Bonsoir et merci que nous soyons tous là. Alors, juste une petite question, est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation des jeux sous licence et qui déformerait un peu le marché, de par leur masse, quand on prend un catalogue des jouets pour Noël, si on tire les jeux sous licence, il reste la couverture, grosso modo. C'est une question générale, j'aurais tendance à te dire. Et en plus, quand tu penses peut-être... Excusez-moi, je parle peut-être un peu trop vite. Je pense peut-être à des jouets clubs ou autres. C'est ça que tu penses, à des GSS? Que ce soit GSS ou GS tout court, les catalogues, les catalogues de jouets qui sont diffusés par Noël en milliers, voire millions d'exemplaires. Il y a énormément de jeux sous licence. Et je sais pas, c'est la question que je me pose, est-ce que ça déforme pas un peu trop le marché que vous défendez, le marché que vous semblez incarner? Parce qu'il faut absolument un Harry Potter ou un Pas de Patrouille sur une boîte pour mieux la vendre, ou pas? J'ai l'impression que ça avance bien, pour avoir été surpris par le Monoprix de Valence à Noël, qui avait une sélection de jeux vraiment de jeux contemporains et qui n'avait pas forcément de licence. Alors il y avait un Docteur Maboul et un Monopoly Pas de Patrouille, évidemment, mais il y avait un 2-3 Glisse de chez Gigamic, il y avait La Maison des Souris qui m'a apporté beaucoup de joie, pas mal de jeux. Vraiment, c'était plaisant de voir qu'il y a une belle évolution sur ça. Après, en fait... Souvent, on ne fait pas le même métier, donc je ne me sens pas en concurrence avec le Double Pas de Patrouille ou avec le Monopoly Fortnite, parce que c'est tellement dans des sphères qui ne sont pas les nôtres qu'on a du mal à se sentir sur les mêmes rayons et être traité de la même manière. Après, notamment, les acheteurs et les acheteuses de grandes surfaces spécialisées font un boulot que je trouve vraiment considérable et phénoménal sur ça, où
Aujourd'hui, IDL était présent à Cannes, il y a eu des formations, il y a eu de la recherche, et il y a une volonté d'amener le jeu contemporain de manière plus significative dans plus de foyers, ce qui est réjouissant. Mais on perdra contre la patte patrouille à la fin, quoi qu'il arrive, je crois. Ils sont quand même trop forts. Mais en portant une sorte de petit jugement quand même, mais je crois que le terrain est plus autant acquis et qu'on trouve de la place là où il y en avait pas du tout il y a 10 ans et un peu moins il y a 5 ans. Quoi. Moi, si je peux compléter un truc, c'est qu'il y a aussi, ok, je trouve qu'il n'y a pas tant de licences que ça. D'ailleurs, si on fait un tour sur le salon, il y en a, mais pas des tonnes et des tonnes. Mais il y a surtout un autre mouvement qu'on voit depuis de nombreuses années, et c'est un projet de Théo cette année, entre autres, qu'il a pu faire, il a dit lequel il va me parler, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux de licence, en fait, où on fait appel à des auteurs. Et donc, autant on pouvait parler il y a 15-20 ans, jeu de licence égale jeu de mauvaise qualité, si on peut dire, en termes d'expérience ludique, ce qui n'est pas automatiquement vrai de nos jours. Il y a des vrais changements. Lancé a fait des jeux sur des séries télé il n'y a pas longtemps avec des vrais auteurs. Quand je dis des vrais auteurs, c'est qu'il y a une vraie recherche de mécanique et d'expérience de jeu. Je dis ça aussi parce que Théo, tu as travaillé sur un jeu James Bond, si je ne dis pas de bêtises, dans l'année qui vient. Mais voilà, après un double qui est sur une licence, un double, ça reste un bon jeu, quoi. Enfin, ok, il met une licence, mais ça reste un bon jeu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ce qu'est une licence et de comment on l'a travaillé par la maison d'édition. Et c'est rare maintenant qu'on ait ce côté développement en interne de on va faire un jeu Naruto et en fait on va faire un jeu de loi et juste on se déplace de village en village en ayant fait un jeu Naruto cette année. Clairement, il y a une volonté, et aussi d'un côté des auteurs et des autrices, on nous propose ponctuellement des licences, on dit alors c'est cool, je connais pas du tout, donc j'ai pas trop envie de faire un jeu avec cette licence parce que ça va être nul pour les gens qui la découvrent. Donc le marché a quand même évolué. Même effectivement chez des éditeurs de jeux plutôt axés supermarché, tu parlais du jeu Pékin Express chez Lancé, qui a été porté par Florence Sirex, qui est un auteur, par Aurélie Raphaël, qui est une chef de projet qui connaît le milieu, et il s'est vraiment passé quelque chose, et il y a un shift qui est, je pense, intelligent de la part de ces marques-là, de se dire, en fait, il se passe quelque chose du côté jeux de société contemporain, aussi parce qu'il y a de l'argent et des rachats par des grands groupes qui a donné un focus assez important. Ok, comment ça se passe et comment est-ce qu'on fait pour que nous aussi, sur des jeux à licence ou sur des jeux typés supermarché, on puisse sortir notre épingle du lot et faire des choses plus qualitatives qui vont, a priori, mieux marcher. Et a priori, une des réponses, c'est s'entourer de professionnels du milieu du jeu de société plus que du jeu, plus que du jouet, d'ailleurs, et de proposer des expériences de jeu qui soient plus qualitatives. À tort ou à raison, ça, je ne sais pas trop, et on verra plutôt dans 10 ans. Puis je pense qu'on a un bon exemple à table avec Ozu. C'est qu'il y a quelques années, Ozu faisait essentiellement des jeux de société ou des jeux de cartes sur des licences internes, et vous avez mis en place tout un process aussi de recherche d'auteurs et de vous faire accompagner aussi sur du hobby et d'aller au-delà de ça, ou aller au-delà de la licence, aller vers du jeu tel qu'on le connaît nous, en tout cas en termes de hobby. Oui, nous, la licence chez nous, elle nous permet aussi de rentrer dans des magasins grâce au loup qui permet d'assurer des ventes. Et donc ça, c'est plutôt positif. Et aussi, notre catalogue, il s'est construit un peu en parallèle parce qu'on a commencé quand même beaucoup par la librairie, donc cette famille, du bataille, du classique. Et c'est vrai que depuis quelques années, on développe notre catalogue de manière bicéphale avec plus de jeux d'auteurs, etc. D'autres questions? Eh bien, on va vous laisser là. Je pense qu'on a pas mal de temps. Merci à tous, en tout cas. Merci aux intervenants.